Hey, j'espère que vous allez bien et que vous avez survécu par la même occasion à cette première semaine de rentrée parce que c'est important de survivre. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un homme assez spécial que personne n'aimerait avoir comme voisin, Pazuzu Algarad, un sataniste autoproclamé qui se rafraîchissait avec du sang, sacrifiait des animaux et qui a rassemblé énormément de gens autour de lui car il était très charismatique. J'ai vu que dans le YouTube francophone, il avait été que très peu traité. Je pense que Murder S'Explain, d'ailleurs si vous passez par là, salut. On avait parlé, mais il y a très peu de personnes qui en ont parlé, donc j'en parle. Bisous si vous passez par là, Murder S'Explained. Et je trouvais intéressant de comprendre, de savoir comment une personne pouvait commettre l'irréparable et des actes innommables. Donc je vous conseille fortement de ne pas manger pendant cette vidéo, sinon le résultat pourrait être funeste, dramatique. Avant de continuer, si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification, c'est très important, à mettre un like si tu aimes la vidéo. Ça m'aide au référencement et ça me fait très plaisir. N'hésite pas à me suivre sur TikTok et Insta où je suis très présente. Mais je te laisse avec le générique. Notre histoire se déroule à San Francisco, Californie, à savoir la deuxième ville la plus riche des États-Unis. Et le couple qui nous intéresse fait partie des 715 000 habitants. Il fallait les trouver. C'est Timothy Lawson et Cynthia. Le couple se marie en 1971 et c'est 7 ans plus tard qu'il donne naissance à John Alexander Lawson, le 12 août 1978. Les 2 premières années sont heureuses, mais c'est en 1980 qu'un tournant s'opère et que la famille déménage en Caroline du Nord. Après le second grade, donc c'est l'équivalent du CE1, donc 7-8 ans, John est obligé de redoubler. Et au même moment, un autre bouleversement va s'opérer dans sa vie. Ses parents se séparent. Et cet événement ne va pas améliorer sa vie personnelle et son éducation. La séparation de ses parents est une séparation totale, car son père Timothy va les laisser vivre seuls et retourner en Californie. Cynthia devient donc une mère célibataire. Mais lorsque John atteint l'âge de 12 ans, Cynthia va se remarier avec un homme nommé John Larry James. Donc lui et son beau-père ont le même prénom, Glock. La famille recomposée emménage sur Nob Hill Drive. C'est à Clements, en Caroline du Nord. À partir de là, la vie de John, donc l'enfant du coup, va s'assombrir petit à petit. Et c'est à 13 ans seulement que John va commencer à être alcoolique. Il boit énormément d'alcool. Ça va jusqu'à 12 packs de bière par jour. Il faut dire qu'il avait une bonne descente, le gamin. Moi, je bois une tourtelle twist, je suis bourré. Les sentiments d'abandon et de trahison vont être très présents dans sa vie. Et un changement flagrant va s'opérer à cette période-là. John va redoubler sa 3e, puis laisser tomber et être totalement déscolarisé. Mais loin de chercher du travail, John va peu à peu s'enfoncer dans la solitude, s'isoler et rester chez lui. Il va s'enfoncer dans le monde de la drogue, en consommer et devenir dealer également. Il commence également à avoir une passion pour l'occulte et le satanisme. Oui, on passe clairement à un autre level là. En 2002, il change son nom et devient Pazuzu Ila Algarad. Donc Pazuzu, le roi des démons, pensez au film L'Exorciste. Ila en hommage au nom de Dieu en arabe. Personnellement, je préférais John, c'est plus passe-partout. Le jeune homme qui était auparavant dynamique, ambitieux, était maintenant désagréable, sombre et anxieux. Il devient aussi agoraphobe, c'est-à-dire qu'il craint les lieux publics et la foule. Donc Pazuzu devient un reclus, il s'isole de plus en plus. Et on sait que le fait d'être seul n'améliore pas la santé mentale. John et Cynthia divorcent la même année.
Donc Cynthia et Pazuzu se retrouvent à nouveau seuls. Pazuzu, qui était déjà quelqu'un de perturbé, ne va pas voir son état s'améliorer. Et il faut savoir que Pazuzu avait été diagnostiqué schizophrène et dépressif sévère. Il a pris un traitement, mais avec toutes les drogues qu'il prenait à côté, ça n'améliorait pas son comportement et au contraire, ça n'arrangeait rien. Pazuzu commence à se faire tatouer des symboles sataniques sur son corps et son visage. Il s'est même gravé 666, donc 666 c'est le chiffre du diable, sur la peau. Il se mettait des bouts de métal dans ses dreads. Il arrête de prendre des douches, de se laver les dents. Il pense en effet que la crasse lui donnera des pouvoirs surnaturels. Arrête de mentir, Pazuzu, c'est juste que tu avais la flemme de prendre une douche et d'acheter du Colgate. Nous ne sommes pas dupes. Ces rituels sataniques vont également évoluer et prendre une autre tournure. Les soirs de pleine lune, sa mère lui achetait un lapin à l'animalerie du coin et Pazuzu emmenait alors la pauvre bête à la rivière de Yadkin et mangeait le cœur du lapin. C'est bon pour vous? Et pour Pazuzu, c'était le summum. J'ai dit que Pazuzu était agoraphobe, mais ça l'empêchait pas d'avoir énormément d'amis, de relationnels. Il avait énormément d'amis qui venaient chez lui et énormément de conquêtes, de copines. Et sa favorite s'appelait Amber Birch. Elle était surnommée Bubbles et elle suivait vraiment Pazuzu comme un disciple. Un peu comme tous les autres d'ailleurs. Et Pazuzu et ses amis avaient l'habitude non pas d'aller au ciné ou au resto ou au bar comme tous les autres de leur âge, mais ils avaient l'habitude d'aller dans des cimetières et de faire des saignées et de s'auto-mutiler ensemble. C'est un autre délire. Pazuzu se fascine aussi pour Charles Manson, donc le tueur en série américain, enfin leader de secte appelé La Famille, bien connu, qui est mort récemment d'ailleurs. Et Pazuzu va calquer un petit peu sa vie sur ce modèle et vouloir devenir incarner, du moins un leader charismatique pour sa propre famille. Donc les gens, ses amis, deviennent ses disciples, sa famille. Il invite des gens à vivre avec lui, en particulier des jeunes filles. Toutes étaient ses petites amies, donc il les appelait ses fiancées. Un harem. Crystal Matlock, par exemple, devient, comme Amber, une des principales fiancées. À trois, ils vont vivre une relation de polyamour, c'est-à-dire qu'ils font un couple à trois, encore un triangle amoureux, et ils vont ponctuer leur amour de rituels sataniques et de consommation de drogue et d'orgies avec des inconnus. Alors là, il y a une question. Que fait Cynthia à ce moment-là? C'est quand même la mère, elle représente quand même l'autorité. Eh bien, Cynthia, tout simplement, va fermer les yeux et se contenter de vivre dans sa chambre et dans la salle de bain. Voilà. Donc en même temps, si elle est capable d'aller acheter un lapin à sacrifier à son fils chaque jour de pleine lune, c'est qu'il y a un problème quelque part à la base. À partir de là, Pazuzu fait de la maison familiale un taudis. Tout est mal rangé, sale. Il laisse même de la litière par terre. Il laisse les animaux déféquer à même le sol. Les murs et les portes sont tapissés de symboles sataniques. Sur la porte d'entrée, un mot pour dissuader la police de rentrer et un sticker avec « Le mal triomphera ». En gros, les portes de l'enfer. Sa maison devient le QG des gens sans foi ni loi. Les gens qui passaient la porte de Pazuzu savaient qu'il n'y aurait pas de règles. Et c'est ce qui leur plaisait. Et pendant des soirées arrosées d'alcool et de drogue, Pazuzu va avouer tranquillement à ses amis qu'il avait tué des gens, qu'il avait tué des prostituées en particulier, et qu'il les avait mangées. Ses amis, croyant qu'il est sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, ne le croient pas du tout. Ils pensent qu'il divague, qu'il invente. Mais Pazuzu n'en démordait pas. Il le disait froidement et sérieusement. Surtout que des disparitions vont commencer dans les environs. En 2009, Tommy Welch devait rejoindre son frère Rusty le 3 octobre chez lui. Tommy avait 31 ans et son frère 30. Ils étaient proches. Rusty travaillait à Domino's Pizza, donc il était question de ramener des pizzas pour le dîner. Mais à 6 heures tapantes, Tommy, qui était ponctuel, ne vient pas. Rusty essaie de l'appeler, mais rien. Tommy ne répond ni aux appels, ni aux messages. Et c'est pareil le lendemain. Il avait disparu. 3 mois plus tôt, Josh Wessler, un homme sociable, gentil, qui adorait les animaux, qui était authentique, entier, et qui venait de se séparer de sa femme après faillite et avait commencé à vendre de la drogue pour subvenir à ses besoins, finit par être condamné et cercle vicieux oblige. Il a encore plus de mal à trouver un travail honnête, étant donné qu'il s'est fait
condamné et va tomber dans la culpabilité et la pauvreté. Mais heureusement, il avait une assez bonne relation avec son ex qui était devenu son ami et il avait un fils, donc il restait quand même positif malgré tout. Mais en juillet 2009, la police trouve sa voiture vide abandonnée sur un parking. Pensant que Josh avait encore disparu pour échapper à la police à cause des ventes de drogue, Stacy, donc son ex, ne contacte pas la police et ne reporte pas la disparition. Elle ne la signale pas. Pourtant, Josh a bien disparu et il ne reviendra jamais. Il s'est bel et bien évanoui dans la nature. Parallèlement, la maison de Pazuzu devient pire qu'une porcherie. Le sol était si jonché de crasse et de n'importe quoi qu'on ne le voyait même plus. Et l'odeur était si horrible que l'air était irrespirable. Moi, en voyant ces photos, ça m'a donné envie de faire le ménage à fond chez moi. Pazuzu en rajoute sur les murs en peignant avec son sang, donc c'est un artiste glauque. Et il fait ses besoins devant ses amis sur son tapis. Chacun ses délires. Il lime aussi ses dents et il coupe sa langue pour la façonner comme celle d'un serpent. Jusqu'à là, rien n'était criminel, même si il se comporte un petit peu comme une personne malsaine. C'est le moins qu'on puisse dire, mais rien de sérieux. Cependant, Pazuzu continue à raconter ses histoires de meurtres de prostituées et de SDF. Il prétend toujours qu'il est un meurtrier devant ses amis qui ne le croient pas. Il déclare même qu'il y avait un cadavre dans le sous-sol. Il dit qu'il avait tiré 6 fois sur l'homme et qu'il avait dissimulé son corps sous de la litière et de la javel. Ses amis qui sont complètement défoncés ne le croient pas et laissent tomber. Tous ses amis, sauf une. Taryn Billings, le lendemain, commence à avoir des soupçons et à remarquer que les membres de la famille de Pazuzu se comportaient de façon très étrange, très suspecte et qu'ils étaient avec une pelle. Pourquoi est-ce que tu te balades avec une pelle? Est-ce que c'était pour enterrer un corps? Peut-être. Donc le 3 août 2009, elle prévient la police. Le 3 août 2009, Pazuzu se fait donc connaître de la police pour la première fois. Tarina rencontre un enquêteur dans un parc du coin et lui révèle qu'un ami de Pazuzu avait enterré un corps dans son jardin. Et surprenant, la police va aller tranquillement toquer à la porte de Pazuzu pour lui demander si c'était vrai, s'il avait bien enterré un corps dans le jardin. Mais oui, c'est bien connu. Si tu poses une question à un meurtrier, il va forcément te répondre par la vérité. Et, fait hallucinant, la police va en rester là. Ils ne vont pas plus harceler Pazuzu et ils vont partir. Le mois suivant, le 24 septembre, un appel anonyme apporte la même information à la police. Quelle surprise! Tarina va retourner chez Pazuzu, mais avec un micro pour enregistrer tout ce qui se passait. Et en effet, elle obtient ainsi les aveux de Pazuzu. Cependant, rien ne progresse, l'enquête s'enlise, la police ne va pas arrêter Pazuzu. Seulement en 2010, Stacy, rappelez-vous, c'était l'ex de Josh qui a disparu, va aller voir la police et signaler la disparition de Josh. Il était temps. À ce moment-là, enfin, la police va obtenir un mandat de perquisition contre Pazuzu et fouiller la maison, mais rien. Ils ne trouvent pas de restes humains, rien du tout. Force à ceux qui ont fouillé cette maison crasseuse, mais en y réfléchissant, l'ont-ils vraiment fait? Moi j'ai une théorie là-dessus, ils ont dû ouvrir la porte et partir. Là, l'impunité va monter à la tête de Pazuzu, évidemment. Il a, comme un enfant, un sentiment de liberté que personne ne va lui prendre la main dans le sac, donc il continue ses méfaits. Mais c'est en mai 2010 qu'il commet une erreur horrible en étranglant sa propre mère, et Cynthia va enfin porter plainte contre son fils, puis la retirer, malheureusement. Le 7 juin 2010, Joseph Chandler est retrouvé mort à côté de la rivière Atkin. Rappelez-vous, les sacrifices des lapins avaient lieu juste à côté de la rivière. Quel hasard! Il avait reçu une balle à l'arrière de la tête. La police va faire le lien avec l'ami de Pazuzu, Nicolas Rizzi. Et même si dans cette affaire Pazuzu était innocent, tout va les mener à Pazuzu étant donné qu'ils étaient amis. Rizzi est condamné à 13 mois d'emprisonnement pour homicide involontaire avec 5 ans de probation chez lui. En 2011, c'est au tour de Amber d'agresser Cynthia. Décidément, la maman de Pazuzu en supporte des vertes et des pas mûres. Je ne sais pas comment elle a fait. Mais Amber n'est pas condamnée et je pense que Cynthia avait une peur bleue de son fils parce qu'à ce rythme-là, elle l'aurait peut-être déjà foutu à la porte, lui et ses amis, lui et sa famille.
qu'il avait constitué, mais Cynthia va en rester là et ne pas porter plainte. Mais c'est en 2014 que Pazuzu est bien moins chanceux. En octobre, Pazuzu demande à un vieil ami, Matt Flowers, de l'aider à tuer quelqu'un de sa soirée, mais Matt va refuser et dire secrètement à cette personne-là, donc cette future victime, de « écoute mon gars, pars parce que Pazuzu va te tuer ». Et cette personne s'exécute. Et le lendemain, Matt va aller voir la police et tout lui avouer. J'espère que la police va se bouger à ce moment-là. Il va donner les détails et en effet, la police va apporter du crédit à ses propos. Pourquoi? Parce que Matt Flowers était un ancien vétéran de l'armée. Donc la police va le croire. Et c'est malheureux qu'un statut puisse apporter de la crédibilité et non pas des paroles. La police va donc obtenir un second mandat de perquisition et retourner chez Pazuzu dans son taudis. C'était le 5 octobre 2014, au numéro 2749. La police fait sortir Pazuzu et sa mère pour pouvoir inspecter la maison. Et en passant le pas de la porte, ils rentrent dans un espèce de monde parallèle. C'est le mot. L'atmosphère est lourde, la crasse, les graffitis. Ils ne savaient plus où donner de la tête. Des symboles sataniques de partout sur les murs. La maison était infestée d'insectes morts et vivants. Des excréments humains jonchaient le sol. 15 chats, plusieurs chiens et de nombreux serpents y avaient élu domicile, ainsi que d'autres animaux que Pazuzu sacrifiait. On voyait pas le sol, de la moisissure et des ordures de partout. Ce n'était pas mieux au sous-sol. Les meubles étaient cassés, méconnaissables vu que les fenêtres étaient ouvertes, donc tout était détérioré. Il y avait du chlore, de la litière pour chat, ce qui confirme l'histoire de Pazuzu. La police creuse le jardin et, horrifiée, ils découvrent le corps de 2 hommes, tellement dégradés que les légistes vont avoir du mal à les identifier. Mais il s'agissait bien de Tommy et de Josh, les 2 hommes qui avaient disparu. Tommy Welsh et Josh Wessler. Les rumeurs étaient donc vraies. Pazuzu était un meurtrier. Pazuzu ne donne pas de raison particulière à leur mort, il dit juste qu'il leur a tiré dessus. Ceci va être confirmé par des photos de Pazuzu portant le bandana de Josh en guise de trophée dans les jours qui ont suivi sa mort. Tommy a été pris dans la voiture d'Amber à une station essence et est retourné chez Pazuzu pour boire quelques bières. Il s'est assis sur le divan. Il est courageux, parce que Dieu sait combien de micro-organismes vivaient sur ce canapé plein de crasse. Et Amber va le tuer d'une balle à l'arrière de la tête, avec un fusil de calibre 22. Pazuzu et Amber sont donc accusés de meurtre. Et il faut savoir qu'au moment des meurtres, la mère de Pazuzu était présente, parce qu'elle était venue voir Pazuzu juste après la mort de Tommy. Et Pazuzu était penché sur le cadavre de Tommy. Donc super glauque. Et la mère n'a rien dit à la police, évidemment. Elle dit, je cite, « Il n'était pas du tout un ange, mais ce n'était pas une mauvaise personne ou un bogeyman ou n'importe quel qualificatif que les gens lui ont donné. » D'accord, donc ce n'était pas une mauvaise personne. Au lieu de ça, le jour de la mort de Tommy, elle était retournée dans sa chambre pour aller se préparer, pour aller travailler, tranquillement. Quel sang-froid. Comment est-ce qu'elle gérait ça? Je veux dire, j'aurais pas tenu 2 secondes dans cet antre du diable. Malgré tout ça, Cynthia ne sera jamais accusée ni condamnée. Et malheureusement, Pazuzu échappera aussi à une future peine de prison potentielle, étant donné qu'il va se suicider. Il mettra fin à ses jours le 28 octobre 2015. Donc, Amber Birch va se retrouver seule à assumer au procès. Donc il faut savoir que Pazuzu n'avait pas du tout été supervisé, même mis en détention provisoire. Personne n'avait été là pour le surveiller. Amber Birch va plaider coupable pour meurtre au second degré et va être condamnée à 39 ans, donc libérable en 2045. Et Crystal McClock, l'autre fiancée, a aussi été condamnée pour conspiration à 3 ans et 10 mois, donc une peine plus légère. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette triste histoire. Je trouve que cette histoire met en lumière l'importance de la santé mentale, l'importance de la psychiatrie. John avait été diagnostiqué schizophrène, agoraphobe et dépressif sévère. Il n'avait eu aucun suivi et au contraire, il a opéré une descente aux enfers
et s'est rapproché des sciences occultes, s'est réfugié dans le satanisme au lieu d'avoir un traitement adéquat et une mère qui lui mette des barrières et l'aide psychologiquement. Au contraire, elle va l'enfoncer encore plus dans son marasme, alors que dans sa tête, c'était le chaos et il avait clairement besoin d'une aide psychiatrique. Donc Pazuzu avait un trouble de la personnalité schizotypique, c'est-à-dire un besoin d'isolement, accompagné de comportements bizarres, de délire, et un trouble de panique, l'agoraphobie, peur de la foule. Donc ce n'était pas quelqu'un qui était adapté à la société, il était plein d'anxiété, et il avait une dépendance à l'alcool, évidemment. Tout ça, ça a été entretenu par une obsession à Satan, et sa mère n'a pas aidé. Elle a juste mis des œillères et a même participé à ses délires. Donc je trouve ça plutôt triste, étant donné que ça aurait pu être évité et ça aurait pu éviter la mort d'au moins 3 personnes, de Tommy, de Josh et de Joseph, et peut-être d'autres, je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si on en croit les dires de Pazuzu à ses amis lors de soirées alcoolisées, truffées de drogue, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires, on ne le saura peut-être jamais. La maison de Pazuzu a été détruite en 2015, donc si vous recherchez sur Google Maps, vous n'aurez qu'un lopin de terre qui attend d'être acheté. Quelle personne serait assez courageuse pour acheter un tel endroit où il s'est passé tant de choses horribles. Si tu as trouvé la vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et à me suivre et à t'abonner à la chaîne et à t'abonner à mon TikTok, mon Insta. Fais attention à toi et surtout ne reste pas seul. And remember, you rock.